Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 1, épisode 3. Claire-Marine Caceres, qu'est-ce que l'équitation adaptée ? Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Claire-Marine Caceres. Je suis psychomotricienne, monitrice d'équitation et je fais une spécialisation en équithérapie à l'université de Bobigny. Une formation qui n'existe plus, l'attestation universitaire européenne de réadaptation par l'équitation. Et j'ai également eu la chance de pouvoir me former un petit peu en éthologie avec Lorraine Fontaine, qui est là parmi nous. Après mes études de psychomotricité, je suis partie au Pérou pendant 5 ans, où j'ai développé une association d'équithérapie, Arequipa 2003. Donc ça a été une expérience très enrichissante, qui envoie des bénévoles régulièrement, qui continue depuis mon départ. Vous trouverez des prospectus sur les tables là-haut si ça peut vous intéresser. En 2007, donc à mon retour du Pérou, j'ai eu la chance d'arriver au Club Hippique de Versailles. Je dis que j'ai eu la chance parce que j'étais alors psychomotricienne et pas encore monitrice d'équitation. Et c'est un club qui a fait le choix d'embaucher et de salarier une personne paramédicale, en l'occurrence, et de me former au monitorat d'équitation. Donc je pense que c'est suffisamment rare pour le spécifier, parce qu'effectivement, voilà, il voulait vraiment être dans une démarche thérapeutique et confier l'équithérapie à un professionnel paramédical. Donc effectivement, avec la découverte du monitorat, j'ai découvert également l'équitation adaptée. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire. Donc, Hippocrate conseillait l'équitation pour régénérer la santé et préserver son corps de nombreuses maladies. Donc, vous voyez, c'est quand même assez loin. Un petit saut en avant, je vais arriver vers Diderot au XVIIIe siècle, qui vantait les mérites du sport dans son encyclopédie, en précisant que les exercices corporels maintiennent en bonne santé. Il intitulera d'ailleurs un de ses traités de l'équitation et de ses conséquences pour se maintenir en bonne santé et à la recouvrer. Donc là, on est dans la pratique sportive, l'utilisation de l'équitation. Le premier homme qui met réellement des personnes en situation de handicap à cheval, c'est le professeur Ludwig Guttmann, donc qui peu après la Deuxième Guerre mondiale s'occupe des aviateurs blessés de la Royal Air Force dans un hôpital proche de Londres. Et il imagine des jeux sportifs. Donc là, on est dans du sport. Des jeux sportifs pour distraire les blessés et surtout pour les contraindre à avoir une activité physique. En 1948, alors que les Jeux Olympiques se déroulaient à Londres, il décida d'organiser une rencontre sportive pour personnes handicapées en fauteuil roulant. Les bases de ce qui allait devenir les Jeux paralympiques étaient jetées. Il parcourt ensuite le monde en affirmant que les activités sportives sont primordiales pour la réhabilitation physique et psychique, procurant une certaine confiance en soi, faisant naître l'esprit de compétition et la camaraderie. Il faut rappeler également la performance de Lise Artel, dont on parle souvent, qui est très connue, qui nous a quittés d'ailleurs il y a peu de temps, aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952, où elle a remporté une médaille d'argent dans une épreuve de dressage, et alors qu'elle était atteinte de poliomyélite. Donc voilà, là on n'était pas dans du paralympique, on était dans des Jeux Olympiques. En 1960, à Rome, les premiers Jeux paralympiques se déroulent sur le site des Jeux Olympiques d'été pour valides. La première compétition d'équitation handisport a eu lieu à New York en 1984. L'équitation est devenue un sport officiel aux Jeux paralympiques d'Atlanta en 1996. Donc c'est assez récent quand même. Aujourd'hui, les performances sont très élevées, faisant des athlètes handisport des athlètes de haut niveau. Les adaptations sont essentiellement techniques, réglementaires ou matérielles. Elles respectent l'idéologie de l'égalité des chances, autorisant tout le monde à produire son propre record. Pour les personnes handicapées, ceci est très important, puisque cela leur permet d'attester qu'elles sont des personnes comme les autres.
Alors, je vais revenir un petit peu sur les bénéfices du sport, et puis je viendrai plus spécifiquement sur les bénéfices de l'équitation. Donc, les bénéfices du sport, évidemment, il y a des bénéfices physiques, puisque ça procure une meilleure forme, pour nous aussi. Le sport permet d'éviter la détérioration de certaines fonctions dont la personne en situation de handicap ne se sert plus. Grâce au sport, l'individu développe ses qualités physiques de base, telles que la force musculaire, l'équilibre, la souplesse articulaire, la coordination gestuelle, la vitesse, l'adresse, la résistance à la fatigue et la précision. C'est assez large. Il procure une meilleure autonomie et il y a des bénéfices fonctionnels pour la vie quotidienne. Par exemple, le maniement du fauteuil roulant, la réappropriation de leur propre corps. Une amélioration des troubles de la fonction intestinale, qui peuvent être altérés quand on est en fauteuil roulant. Une prévention des complications liées à la sédentarité, à l'immobilisation et au vieillissement, comme des raideurs articulaires, des déformations orthopédiques, de l'ostéoporose, d'immobilisation, des adaptations cardiovasculaires, etc. Et une acquisition de nouveaux savoir-faire. Donc ça, ce sont pour les bénéfices physiques. Au niveau psychologique, il y a un désir de s'affirmer, de progresser, qui se manifeste par la volonté de maîtriser son handicap, une restructuration de l'image du corps, une amélioration de l'image de l'estime de soi, l'élaboration d'un projet individuel ou collectif dans lequel s'inscrit la pratique régulière d'une activité physique. C'est un tremplin aux obstacles de la vie courante. Le sport donne la force et l'assurance pour franchir les barrières du quotidien. Il y a également la notion de dépassement de soi, entrer en compétition avec soi-même et avec les autres. Et enfin, apprendre à comprendre la valeur de l'effort, puis à profiter des moments de détente et d'épanouissement. Voilà pour les bénéfices psychologiques. Je vais vous parler maintenant des bénéfices sociaux. Donc le premier, évidemment, c'est l'appartenance à un groupe, qui est très important. Il améliore directement ou indirectement les rapports sociaux. Le sport augmente la confiance en soi, la réalisation de soi. Il y a une diminution des complexes liés au handicap, le développement d'une force morale, comme avec accepter de sortir de chez soi, de se montrer. Dans le sport, on aborde évidemment le respect des règles et des consignes. C'est une lutte contre l'ennui et l'isolement. Il y a un facteur d'insertion dans le monde du travail. Les personnes sont mieux préparées physiquement. Donc il y a une augmentation de la force physique, une meilleure résistance à la fatigue. Et enfin, la vie des clubs et les rassemblements lors de compétitions sont l'occasion de nombreuses rencontres. Voilà pour les bénéfices du sport. Je vais parler plus de l'équitation, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui. Alors, le cheval représente une dynamique d'échange actif. Il se laisse caresser, toucher, mais demande aussi à être respecté, soigné, brossé, nourri. Pour apprendre à rester en selle, l'individu doit entrer en syntonie avec le cheval et ses mouvements. Cette nécessité stimule la musculature, en plus de la coordination et du sens de l'équilibre. Il faut également dépasser ses peurs grâce à la conquête de l'autonomie et de la capacité de décider. Donc l'équitation développe la proprioception, le sens de l'équilibre. En effet, le maintien de l'équilibre est assuré par les muscles du tronc. Ils sont constamment l'objet de réactions réflexes du fait des changements d'allure et de direction du cheval. Ce travail de maintien de l'équilibre sous peine de chute permet au sujet de prendre confiance en son corps et conscience qu'il est capable d'assumer des postures nouvelles en accord avec des déplacements nouveaux. L'équitation développe la coordination des mouvements. Elle est nécessaire pour faire évoluer le cheval de façon satisfaisante. C'est vrai pour la coordination des membres, mais également de l'ensemble du corps. L'acquisition de la dissociation est également essentielle. Tout mouvement parasitaire est en effet sanctionné en équitation. L'équitation développe les capacités respiratoires. Le travail musculaire est symétrique. Il n'y a pas de prédominance latérale. Les muscles sont développés de façon harmonieuse et globale, avec une préférence pour ceux des membres inférieurs et de la région abdominale. Il y a aussi le développement du self-control, arriver à se maîtriser pour maîtriser un animal de 500 kg. C'est le seul sport où il y a une relation à l'animal, où l'animal est chevauché. Il développe le sens des responsabilités, le goût de l'effort et de la récompense. On en a parlé tout à l'heure dans le sport. Il développe la concentration, la rigueur, la persévérance. Le cheval est également un anti-stress. Il change les idées, décontracte, calme. L'équitation améliore l'orientation spatiale, la notion de patience, d'humilité, de justesse, de persévérance. Elle augmente également l'estime de soi. Elle aiguise le sens de l'observation pour arriver à décrypter les attitudes du poney. Et enfin, il faut apprendre à faire connaître
son autorité en mêlant fermeté et respect de l'animal. Alors ça c'est vrai pour les enfants, mais également de toute façon pour tout à chacun. Pour les plus impulsifs, eh ben, il faut apprendre à tempérer ses humeurs, et pour les plus timides, apprendre à s'imposer et à gagner en assurance. Et c'est également, peut-être un petit peu moins en région parisienne, mais un sport qui nous permet de découvrir la nature. Alors, donc, en ce qui concerne l'équitation adaptée, c'est la suivante. Voilà, donc il y a différentes fédérations sportives en équitation et pour la compétition. Alors aujourd'hui, les fédérations sportives différencient le handicap physique et sensoriel du handicap intellectuel ou psychique. Donc il y a deux principales fédérations, la Fédération française handisport et la Fédération française de sport adapté. La Fédération française handisport, la FFH, a été créée en 1977. Elle propose tous les sports que peuvent pratiquer les personnes handicapées au niveau physique et visuel, qu'ils soient sportifs de haut niveau ou pas. Au niveau de l'équitation, 4 grades de niveau de handicap définissent les catégories de pratique. À chaque grade correspondent des épreuves spécifiques en dressage et en CSO, le saut d'obstacle. Pour le dressage, les grades 1A et 1B regroupent les handicaps les plus importants. La reprise 1A se fait au pas, la 1B se fait au pas et au trot. Le grade 2, pour les cavaliers avec fauteuil manuel ou dont la marche est difficile, la reprise se fait au pas et au trot. Le grade 3, pour les cavaliers hémiplégiques, amputés fémoraux ou aveugles, la reprise se fait aux 3 allures. Et le grade 4, pour les handicaps plus légers, la reprise se fait aux 3 allures et intègre les mouvements latéraux. En saut d'obstacle, l'appareil équestre 4, pour les cavaliers non-voyants, le cavalier est guidé par un autre couple cavalier-cheval dénommé guide, et la hauteur maximale est de 70 cm. Le para-équestre 3, pour les cavaliers à handicap moteur important, la hauteur maximale est de 80 cm. Et enfin, les para-équestres 2, 1 et élite, pour les handicaps plus légers, le choix de la catégorie se fait en fonction du niveau équestre et des capacités du cheval, la hauteur allant de 95 cm à 1,20 m. Donc ça, c'est pour des personnes atteintes de handicap physique et sensoriel. Donc c'est la Fédération française handisport qui s'occupe d'eux. Je vais vous parler maintenant de la Fédération française de sport adapté. Donc pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychique. Elle a été créée en 1971, elle est reconnue d'utilité publique. C'est une fédération délégataire du ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle assure l'organisation, le développement, la coordination et le contrôle de la pratique d'activités physiques et sportives des personnes atteintes de déficiences intellectuelles ou de troubles psychiques. Chaque discipline dispose d'un règlement plus ou moins adapté par rapport à celui de la fédération ordinaire. Puisque évidemment, la FFH et la FFSA ne s'occupent pas que de l'équitation. Peut-être pas, vous avez compris. Donc en équitation, on va retrouver 2 secteurs. Le non compétitif, avec la découverte du cheval, les activités autour des 3 composantes pédagogiques que sont s'équilibrer, avancer, tourner. La découverte d'autres activités comme la voltige, la randonnée, etc. Et le secteur compétitif. La compétition se fait dans le cadre d'une réglementation spécialement adaptée aux personnes en situation de handicap mental ou psychique. Les disciplines proposées sont le dressage, le CSO, le cross et l'attelage. Il existe 3 divisions, la division 3 étant la plus simple et la division 1 la plus complexe. 3 critères doivent être pris en compte pour orienter un cavalier dans une division donnée. Premier critère, ses capacités techniques en équitation, avec la maîtrise des allures, l'efficacité dans le contrôle de son cheval et l'utilisation de ses aides. Deuxième critère, ses capacités intellectuelles, avec la compréhension des consignes, l'orientation dans l'espace, la mémorisation des reprises des dressages et des parcours, évidemment. Et troisième critère, ses capacités émotionnelles et relationnelles, avec la maîtrise de la peur, le dépassement de soi, l'autocontrôle, l'acceptation du rôle de l'entraîneur, l'acceptation de la notion de compétition. Donc en fonction de ces 3 critères, ils vont être orientés de la division 3 à la division 1. D'accord. Alors, pour revenir un petit peu de temps développer les 3 divisions. Pour la division 3, donc la plus simple,
Le cavalier doit être capable de s'équilibrer et de contrôler son cheval à l'allure du pas en étant autonome. Il doit être capable de comprendre des consignes simples. Il doit être capable de s'orienter sur un parcours entièrement matérialisé par des repérages au sol. Afin que le cavalier ne soit pas en situation d'échec, son moniteur pourra éventuellement intervenir physiquement en cas de difficulté. Et cette intervention sera pénalisée dans la notation. Pénalisée évidemment entre guillemets. Puisqu'on est dans de la compétition. Le cavalier doit être capable d'accepter les règles et les enjeux d'une situation de compétition. Donc ça, c'était la division 3. Pour la division 2, c'est pareil que la division 3, avec en plus que le cavalier doit être capable de s'équilibrer, de contrôler son cheval au trot et de franchir de tout petits obstacles, une cinquantaine de centimètres, toujours à partir de l'allure du trot. Le cavalier doit être capable de réaliser un parcours simple, non matérialisé. Et enfin, pour la division 1, c'est pareil que la D3 et la D2, avec en plus que le cavalier doit être capable de s'équilibrer et de contrôler son cheval au galop. Le cavalier doit être capable, pour le CSO, de réaliser un parcours de 8 obstacles de 80 cm, enchaînés en maîtrisant l'allure de son cheval, au trot et au galop. Et il doit être capable, pour le cross, de réaliser un parcours de petits obstacles fixes, maximum 60 cm, en maîtrisant l'allure de son cheval, au trot et au galop, en extérieur du cross. Le cavalier doit être capable de se présenter et de mémoriser une reprise, un parcours plus complexe d'un point de vue de l'orientation spatiale. Et la lecture de la reprise est autorisée. Voilà. Je vais vous parler maintenant des formations des professionnels. Alors, il y a quelques diplômes universitaires qui sont en général proposés à la fin de licence TAPS, si je ne m'abuse pas. Je ne les connais pas très bien, je vous l'avoue. J'en ai trouvé 2, il y en a peut-être plus. Il y en a un à Perpignan, un DU de réhabilitation stimulé par les activités équestres à objectifs thérapeutiques, et à Besançon, avec activités équestres adaptées. En général, on va plus s'orienter sur l'orientation, sur la formation du BFEH. Donc le BFEH, c'est une formation pour les moniteurs d'équitation qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'équitation adaptée. On a quelques heures dans le monitorat, mais c'est quelques heures sur l'accueil d'un public handicapé. Donc la Fédération française d'équitation a décidé, et c'est une bonne chose, de mettre en place le BFEH pour les moniteurs qui souhaitaient se spécialiser, connaître un petit peu plus sur ce sujet. Et il est en lien avec la Fédération française de sport adapté. Ce brevet fédéral est destiné aux enseignants d'équitation, donc qui souhaitent, c'est ce que je viens de dire. Il va leur permettre d'appréhender les enjeux particuliers liés à la différence occasionnée par le handicap. La formation porte sur les différentes formes de handicap, ainsi que sur l'environnement spécifique et les partenariats qui s'y rattachent, institutions spécialisées, personnel soignant et éducatif. Un petit peu donner un vocabulaire aux enseignants d'équitation qui, à la base, ne connaissent pas forcément grand-chose. L'objectif est de donner aux enseignants des informations leur permettant d'adapter leur structure, matériel et cavalerie, mais aussi et surtout leur approche pédagogique pour l'accueil et l'encadrement de ce public. 2 modules sont enseignés, le module handicap mental et le module handicap physique et sensoriel. Voilà. En guise de conclusion, je voudrais terminer cette intervention par un petit texte de Jean-Philippe Turpin, qui me semble être une ouverture intéressante à tout ce qui a pu être dit précédemment. Donc il dit: on voit à travers le sport, pour les personnes handicapées, que la performance est un modèle très puissant puisqu'il aspire à lui toute la population, même celle qui en est la plus éloignée a priori. Il paraît donc impossible de définir une pratique sportive qui sorte du modèle compétitif visant la production de performance. Cependant, la performance produite par des personnes classées comme handicapées n'est pas valorisée pour elle-même, mais parce qu'elle étonne, qu'elle suscite l'admiration. Et cette admiration est d'autant plus grande qu'elle est réalisée par un corps diminué. C'est parce que les corps différents sont considérés comme inférieurs, plus faibles, que leur performance surprend. Cette réception de la performance traduit le fait que les personnes handicapées pratiquant le sport sont comparées à la fois au modèle sportif des valides et au modèle de la normalité corporelle.
Considérer l'athlète handicapé comme plus méritant qu'invalide contribue à le maintenir comme dans la catégorie des faibles, des infirmes et des anormaux. Le handicapé n'est intégré que lorsque son handicap est gommé. Avec la performance sportive, notre culture donne un moyen pour les handicapés, donne un moyen pour que les handicapés ne paraissent plus comme différents. Ils sont admis à condition d'être assimilés aux valides. Il ne s'agit pas de dire que leur sort n'a pas été amélioré. Il convient au contraire de revendiquer le droit aux activités physiques et sportives pour les personnes handicapées. Mais il s'agit de porter un regard critique sur l'intégration proposée, qui est celle de l'oubli, de la disparition, de la conformité, de la normalisation. Ceci signifie que la société considère comme un ordre unique à établir et donc considère qu'elle a le devoir d'annuler les disparités par rapport à sa norme.